Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence virtuelle sur la détention des personnes migrantes au Québec et au Canada. Je m'appelle Marissa Berry-Mendez, je suis responsable des campagnes ici chez Amnesty International et c'est moi qui animera la conférence d'aujourd'hui. Je me joins à vous à partir de Tiohtià:ke ou Montréal, où sont situés les bureaux d'Amnesty International Canada francophone. Nous tenons à reconnaître que nos bureaux sont situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nombre d'entre nous sommes virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Je sais que nous comptons parmi nous des participants et participantes de partout au Québec et au-delà. Donc, je vous invite à partager dans la conversation, dans le chat, de quel territoire vous vous joignez à nous. Et si jamais vous n'êtes pas certain ou certaine du territoire sur lequel vous êtes situé, je vous invite à consulter l'outil de cartographie Native Land qui va bientôt être partagé, qui vient tout juste d'être partagé dans la conversation. Cette conférence virtuelle se présente dans le cadre de la campagne conjointe d'Amnesty International Canada et Human Rights Watch contre la détention des personnes migrantes. La campagne s'appelle Bienvenue au Canada. Donc, je vais poursuivre en faisant le point sur quelques détails techniques. Puis, je présenterai nos panélistes et je dirai un mot sur la campagne Bienvenue au Canada. Et par la suite, notre discussion avec les panélistes va débuter et finalement, il y aura une période de questions. Donc, on espère avoir au moins une dizaine de minutes pour vous inviter à participer à une session de questions et réponses. Donc, les petits détails techniques. Votre microphone est désactivé pour une meilleure audibilité des panélistes. Vous pouvez en tout temps converser avec les animatrices et les participants et participantes via la conversation. Ma collègue Adenike est connectée pour aider avec des questions techniques ou autres dans la conversation. Donc, merci beaucoup Adenike. Et vous pouvez toujours poser vos questions au long de la conférence pour les conférenciers et conférencières via le question-réponse. Donc, c'est deux interfaces, deux boîtes différentes, la conversation et le question-réponse. Si vous tweetez en direct du webinaire, n'oubliez pas de nous identifier. Merci beaucoup. Donc, je vais présenter un peu la thématique de notre conférence. Le système canadien de détention des personnes migrantes et ses pratiques abusives constituent l'un des secrets les plus troublants du pays et contraste vivement avec la réputation internationale dont jouit le Canada en tant que terre d'accueil pour les réfugiés et les nouveaux arrivants du monde entier. En juin 2021, Amnesty International Canada et Human Rights Watch ont publié un rapport sur la détention des personnes migrantes au Canada. Le rapport documente des graves violations du droit international relatifs aux droits humains auxquels sont confrontées les personnes migrantes détenues au Canada, en particulier celles qui sont en situation de handicap psychosocial. Adenike va partager le lien dans la conversation de ce webinaire pour que vous puissiez aller le lire si ça vous intéresse. Le rapport démontre que les personnes migrantes détenues au Canada connaissent les conditions d'enfermement parmi les plus restrictives du pays, en étant placées, par exemple, en isolement cellulaire ou dans des prisons provinciales à sécurité maximale, bien qu'aucune charge ou condamnation pénale ne pèse sur elles. Elles sont menottées, enchaînées, fouillées et confinées dans des espaces restreints, soumis à une routine stricte et sous surveillance constante. En outre, aucune loi ne limite la durée de détention applicable par les autorités pour des raisons liées à l'immigration. Suite à la publication du rapport, la campagne Bienvenue au Canada a été lancée pour mobiliser nos sympathisants et sympathisantes et le public pour les droits des personnes migrantes. La campagne a pour objectif de mettre fin à la détention des personnes migrantes dans les prisons provinciaux où les atteintes aux droits humains sont particulièrement graves.
Je tiens à souligner que la position globale d'Amnesty International est que personne ne devrait être détenu uniquement à des fins d'immigration. Mais dans le cadre de cette campagne, on a jugé stratégique de viser d'abord, dans un premier temps, les prisons provinciales. Des milliers de personnes se sont mobilisées pour demander aux gouvernements provinciaux d'annuler leurs ententes avec le gouvernement fédéral pour détenir des personnes migrantes dans leurs prisons. À date, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta et le Manitoba ont répondu à l'appel et ont annoncé la fin de la détention des personnes migrantes pour motif d'immigration dans leurs prisons. D'autres provinces comme le Québec et l'Ontario, qui sont d'ailleurs les provinces où le plus grand nombre de personnes migrantes sont détenues, continuent à détenir les personnes migrantes dans leurs prisons. Donc maintenant, la campagne change d'approche. Nous ciblons actuellement le gouvernement fédéral pour demander la résiliation de la détention dans les prisons provinciales. C'est dans le cadre de 12 journées d'action pan-canadienne pour lancer cette campagne, cette nouvelle phase de la campagne envers le gouvernement fédéral que nous présentons cet événement sur la détention migratoire. Merci encore une fois de votre intérêt et d'être là aujourd'hui. Donc, je vais maintenant présenter les panélistes de ce webinaire que nous sommes vraiment ravis d'avoir avec nous. Nous les remercions toutes et tous d'avoir accepté de prendre la parole aujourd'hui malgré leur emploi du temps chargé. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui Mamadou Konaté, migrant ivoirien et travailleur essentiel au Québec depuis 2016, qui a été détenu à 4 reprises au Centre de surveillance de l'immigration Laval. Maître Vincent Desbiens, qui exerce à son propre compte en droit de l'immigration et droit criminel depuis son assermentation en 2011, est ici avec nous aujourd'hui aussi. En 2017, il a débuté au Bureau d'aide juridique de Montréal en immigration, au sein duquel il a représenté principalement des personnes détenues. Sa pratique l'a amené à plaider devant toutes les sections de la CISR, c'est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, ainsi que devant la Cour fédérale et à nombreuses reprises. Depuis janvier 2022, il est directeur du Bureau d'aide juridique en droit de l'immigration à Montréal. Notre troisième panéliste, Samira Jasmin, est porte-parole de Solidarité sans frontières, un réseau impliqué dans les luttes immigrantes actif à Montréal depuis 2003. Solidarité sans frontières est composée d'immigrants et d'immigrantes et d'alliés et œuvre à soutenir des individus et des familles qui font face à des injustices au sein du système d'immigration et de détermination du statut de réfugié. Solidarité sans frontières est également engagée dans des activités d'éducation populaire et organise des mobilisations politiques comme des manifestations, des lignes de piquetage et des actions directes. Donc, merci encore une fois à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. On va maintenant passer à la discussion avec nos intervenants et notre intervenante. J'ai 3 questions que je vais vous poser et je vous inviterai à répondre à tour de rôle. Donc, la première question que j'aimerais vous poser est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous partager comment la politique de détenir des personnes migrantes au Québec et au Canada vous a impacté dans votre vie ou dans votre travail? Je vais vous inviter à commencer, Mamadou Konaté, si vous pouvez répondre en premier, et ensuite Maître Desbiens et Samira Jasmin. Merci, merci tout le monde. Merci pour tous ceux qui sont en direct pour assister à cette conférence. Moi, finalement, ce programme de détention a vraiment brisé ma vie. Elle a brisé ma vie parce qu'un être humain détenu 4 fois dans un pays démocrate, nous sommes au XXIe siècle. Là. Donc, vraiment, je ne pensais pas que ce genre de système existait sur la planète. Lorsque même qu'il s'est arrivé ici, d'abord, la première fois, je me suis retrouvé dans ce temps de détention. Ce qui même m'a fait ensuite peur de ce système, lorsque j'ai été détenu, j'ai trouvé un gars là-bas en 2016, un ressortissant du Sénégal. Le gars était avec un pied brisé parce que son pied était cassé parce qu'ils avaient mis plaque. Mais quand moi je suis arrivé d'abord, j'ai eu une interview avec les services, l'agent d'immigration qui sont dans le centre de détention. Ils m'ont appelé pour me donner des conseils en tant qu'un nouveau arrivant.
Il me dit, Mamadou, tu vois, tous ceux qui sont ici, il y en a qui sont là, ça fait 3 fois, 4 fois, 5 fois, donc ne les écoute pas. Donc, il faut bien te comporter, donc ça va aller. Donc, moi, je pensais que non, j'étais les bonnes personnes, les autres, c'était les criminels, parce que je venais d'arriver nouvellement. Parce qu'il y en a qui sont là 5 ans, chaque fois, on les détient, après, on les libère. Là, j'avais trouvé un Sénégalais là-bas avec un pied cassé. Donc, je lui ai demandé, mais pourquoi toi, tu es ici avec un pied cassé dans ce centre de détention? Il dit, non, ils sont allés me prendre ici. Ça fait plus que 10 ans, j'ai au moins 3 enfants ici mariés, mais on veut me déporter. Il dit, mais pourquoi tu es marié, ta famille vont te déporter? Il m'a dit, non. Il dit, non, ils avaient mis mise de renvoi sur moi avant que je me marie. Donc, quand on voulait m'arrêter à ma famille, je n'ai pas accepté de leur suivre. Donc, en bousculant avec eux, c'est là que j'ai eu les pieds brisés. Ils m'ont amené à l'hôpital. Après, ils m'ont amené ici. Donc, ici, là, quand mon pied va se soigner, puis ils vont me déporter. Donc, quand j'ai vu ça, vraiment, ça m'a vraiment découragé. Donc, là, moi, c'était ma première détention. Mais quand j'ai été libéré, là, ça fait 4 fois maintenant que je suis détenu. Je me dis, ah, donc, tout ce que je les ai trouvés là, donc, dans le fond, ils avaient raison, ce n'étaient pas les criminels. Donc, c'est quelque chose vraiment, c'est vraiment injuste. Parce que moi, j'ai eu la chance, j'ai été dans plusieurs pays comme Nigeria, j'ai été réfugié au Nigeria, Libéria. Canada est plus développé que tous ces pays. En matière d'éducation, sur tous les sens, le Canada est plus en avance que ces gens. Mais c'est ici que toute majorité des pays vient étudier ici. Comprendre? Mais tous ces pays que j'ai vécu, je n'ai pas vu ce genre de système. J'ai été réfugié, je n'ai jamais été détenu ou bousculé. Parce que la liberté, ce n'est pas pour donner l'argent à quelqu'un. La liberté, moi, je suis libre, je suis libre. Mais si au moment, quelqu'un qui fuit des problèmes dans son pays, il arrive dans un pays, il veut se réfugier, mais chaque fois, il se retrouve avec détention. Mais ce qui est plus grave, pour te libérer, tu dois payer de l'argent. Tu dois payer de l'argent parce qu'on te dit non, il faut que tu dois payer caution avant qu'on te libère. On sait souvent que tu n'as pas l'argent, tu dois chercher quelqu'un. Un migrant qui n'a aucune famille ici, là, on te dit il faut chercher quelqu'un, la personne va être garant. Quand j'étais arrivé, M. Devien était mon avocat. Il y a quelque chose, je peux lui rappeler s'il se souvient. Au moment où j'étais à la cour, on devrait me libérer, mais je devrais trouver quelqu'un garant. Le garant que j'avais, je n'avais pas l'argent. Le monsieur est venu me visiter sans de détention avant qu'il va aller prendre un garant. Mais devant si l'argent, il dit j'ai plus l'argent. J'ai pas l'argent. Donc le garant, il dit non, dans ce cas, il ne peut pas prendre garant. Il est parti. Donc après, j'ai appelé M. Devien, il a expliqué, il dit, mon garant a refusé. Donc, ma seule option que j'étais là, il y avait un Nigérien aussi qui était détenu. Il dit, Mamadou, si c'est dans les cas, il faut les voir, ils vont mettre un bracelet dans ton pied. Il faut faire que tu vas les perdre. S'ils ont besoin de toi, n'importe comment, ils vont aller te chercher. C'est là, après, je ne sais pas comment M. Devien s'est rendu, il a appelé le monsieur pour pouvoir le convaincre. Quand il s'est arrivé à la cour, c'est ma grande surprise, il voit le monsieur venir prendre garante. Il a payé le caution, mais quand il s'est sorti, il devrait travailler pour payer son caution. Cette caution, j'ai pu le retrouver encore. J'ai perdu 2 cautions. Donc, c'est injuste. C'est vraiment injuste ce que les migrants avec qui je connais plein de personnes. Moi, j'ai perdu, jusqu'au présentement, ici endetté. Tous les dettes que j'ai eues au Canada, c'est à la cour de détention. Actuellement, ça fait presque 7 ans maintenant ici, là, mais je continue de payer mes dettes à cause de la détention. Parce que chaque détention, je sors avec dette. Donc, c'est vraiment injuste. Avec tout ce que j'ai vécu dans mon pays avant d'arriver ici, si je quittais au Canada, que je n'ai pas eu la chance d'avoir des amis canadiens, québécois, j'allais me dire non, si je quittais ici, que je voyais un Canadien hors du Canada, j'allais le prendre comme mon ennemi numéro 1. Mais là, j'ai beaucoup d'amis canadiens. Je me suis concentré qu'eux-mêmes sont innocents dans ce système. Que c'est un vieux système qui a été construit par ceux-mêmes qui ont construit ce système, peut-être ne vit plus. Donc, mon minute est arrivée, je vais m'arrêter là. Merci énormément, Mamadou, pour ce témoignage important. Maintenant, Maître Bien, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Excusez-moi pour ma voix, hein, je suis un peu enrhumé. Donc, je vais faire de mon mieux. Mais c'est une bonne question que vous posez, puis je me suis demandé comment j'allais l'aborder, mais je vais commencer à l'impact sur ma vie parce que je trouve ça important. Là, je suis l'avocat, je suis directeur du bureau d'aide juridique, mais avant tout, je suis une personne, puis j'écoute Mamadou qui raconte son histoire et je vous dirais que de représenter des gens détenus face au système dans lequel on évolue a fait de moi de quelqu'un plus humain. C'est dur à dire, mais ça fait de moi de quelqu'un de plus humain, dans le sens où j'ai rencontré une grande gamme de personnes qui étaient détenues. J'ai vu des familles, j'ai vu des personnes seules,
j'ai vu des mineurs détenus, j'ai vu des personnes avec des problèmes de santé mentale, j'ai vraiment vu toute la gamme de personnes et la majorité étaient des personnes qui étaient vulnérables, qui venaient d'arriver au Canada, qui n'avaient pas eu encore l'opportunité de se promener en territoire canadien et qui étaient déjà face au système en raison de l'absence de preuves d'identité. Donc, ça nous amène à voir nos dossiers non pas d'un aspect technique, parce que ce n'est pas juste des données puis des lois, mais de façon humaine, au niveau de la communication, de rassurer les clients, de voir leur réalité puis de comprendre c'est quoi leur réalité pour bien faire notre travail. Donc, puis j'ai fait le tour de presque toutes les prisons là, au Québec. Là. Donc, j'ai vu des gens aussi détenus là, pour des fins de criminalité. J'ai vu des gens détenus à Rivière-des-Prairies où on détient les personnes en attente de renvoi et au CSI là, avec les enfants, comme je dis. Donc, ça nous amène à un côté humain. Puis, je vous dirais que très tôt dans ma carrière, j'ai eu à côtoyer des gens détenus pour l'immigration. Puis, ça a été un tournant. Et je pense que c'est ça qui m'a décidé à faire de l'immigration parce que je suis vraiment spécialisé dans la détention. Donc, au niveau humain, ça m'a beaucoup aidé, puis ça m'a fait comprendre une réalité, puis une vulnérabilité chez les gens. Là, parce que quand on commence, on croit que les gens sont détenus, puis il y a une raison là, très solide pour la détention. Alors qu'en réalité, c'est juste des gens là, souvent qui tentent d'avoir une vie meilleure. Au niveau de mon travail, encore une fois, comme j'ai mentionné, ça m'a obligé à être créatif et à tenter de trouver des failles. Notre système existe depuis très longtemps en immigration. Les règles sont relativement strictes et donc, ça nous oblige, nous, qui représentons les gens détenus, à trouver des solutions plus créatives, à tenter d'attaquer le système d'une autre façon, que ce soit par les médias, que ce soit par les campagnes publicitaires, que ce soit tout simplement de trouver une interprétation que personne n'a jamais vue de la loi. Et tout ça dans le respect là, de nos clients qui vivent leur réalité, puis de tenter de leur faire comprendre parce qu'ils sont impliqués dans leur dossier aussi, puis c'est important qu'ils soient impliqués. Donc, dans mon travail, ça m'a rendu, je vous dirais, comme un meilleur avocat puisque je fais face à un système qui est énorme, avec beaucoup de règles qui existent depuis longtemps, puis il n'y a pas beaucoup d'exceptions. Donc, il faut vraiment être créatif puis être humain pour pouvoir évoluer dans ce droit-là. Donc, c'est peut-être bizarre à dire face à toute cette machine-là, mais ça a fait de moi un meilleur avocat puis un meilleur humain en même temps. Et je trouve ça important qu'on souligne. Puis, il faut quand même continuer à combattre, puis donc devenir encore meilleur puis encore plus humain pour bien comprendre la réalité. Merci beaucoup, Maître Desbiens. Très intéressant de constater les côtés personnels et aussi professionnels des impacts de travail sur cet enjeu de la détention migratoire. Merci. Maintenant, je passe la parole à Samira Jasmin. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Avant de répondre à votre question, je voudrais juste rajouter les principales revendications de Solidarité sans frontières qui sont un statut pour tous et toutes, la fin des détentions, de déportation et de la double peine. Au même moment, nous voulons construire une cité sans frontières ensemble. Alors, pour moi-même, j'étais une personne sans statut. J'ai vécu ici 9 ans et demi. J'ai eu un kit de déportation. Moi aussi, j'ai vécu dans la peur constante d'être arrêtée, détenue et déportée. Alors, pour moi, la détention est une forme de contrôle pour toutes les personnes sans papier, si elles sont détenues ou non. La peur de détention évite aux gens de dénoncer les abus de travail, de quitter la situation de violence pour les femmes. Même les choses simples, comme traverser un feu rouge, peut se terminer par la détention et la déportation. Il faut comprendre que les sans-papiers ont souvent un mandat d'arrestation contre eux parce qu'ils n'ont pas quitté le pays, quand l'État canadien les a demandé de le faire. Même pour les immigrants avec un statut régulier, mais pas permanent. La menace de détention est toujours là. Le motif principal de détention n'est pas les raisons de sécurité, mais pour faciliter les déportations, qui est une forme de violence aussi pour les détenus. Le traumatisme reste longtemps. Les détenus ont beaucoup de courage pour résister. Ça inclut 2 grèves de faim dans les 2 années passées. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention qui nous rappelle que même pour les personnes qui ne sont pas détenues, la peur des détenus est vraiment constante pour les personnes sans statut ou avec un statut précaire. Merci pour ça. Alors, je passe à la prochaine question.
Et j'inviterai à Samira à commencer, ensuite à Mamadou et puis Maître Desbiens. Dans votre expérience, comment avez-vous vu que la détention des personnes migrantes viole les droits humains? C'est toujours injuste de mettre une personne dans une cage. Si ça conforme avec la législation sur les droits humains ou non, pour les personnes migrantes, il y a plusieurs formes d'abus. Le racisme systémique et surtout le profilage racial est un vrai problème au Canada et en particulier au Québec. Aussi, la police de Montréal fait la vérification du statut d'immigration avec les services frontaliers plus souvent que toutes les autres villes. Au Canada, c'est le cas même s'il y a des villes plus grandes et avec des communautés d'immigrants plus nombreuses comme Toronto et Vancouver. Une personne sans papier qui est rapidement détenue et déportée n'a aucun recours pour les abus comme ça. Les commissions sur les droits des personnes et de la jeunesse au Canada et au Québec refusent de traiter les plaintes faites par les personnes sans papier. Les gens sont souvent arrêtés dans une manière violente et la violence et la négligence médicale continuent pendant leur détention. La représentation légale est difficile aux détentions parce que c'est presque impossible de trouver un avocat qui va faire plus que jeter un coup d'œil à ton dossier un jour avant d'une revue de détention. Aussi, il y a l'injustice de la double peine. Ça, c'est comme quand les personnes migrantes avec un dossier criminel sont punies 2 fois. Au début par un système criminel raciste et après ça, par la menace de déportation. Et ce n'est pas utilisé contre les citoyens. Donc, c'est une forme de discrimination contre les personnes migrantes. Excusez-moi pour le délai. Merci beaucoup, Samira Jasmin, de souligner le rôle de la discrimination et le profilage racial dans la détention migratoire et aussi les barrières à l'accès à la justice pour des personnes détenues. Ensuite, j'invite Mamadou Konaté à prendre la parole. Okay. Concernant la détention, c'est quelque chose qui est illégal. Ce n'est pas quelque chose qui est légal. Voilà. Parce que la détention, selon moi, ça ne rapporte rien pour la société. Parce que ceux qu'on les détenus chaque fois, c'est les gens qui travaillent, qui contribuent. Donc, mais on est toujours détenu. On est toujours détenu. Souvent, c'est lui-même qui te détient en prison. Tu lui poses des questions, il n'est même pas capable de te répondre. Et je me souviens, j'en ai posé des questions à un gars un jour. Il m'a dit, Mamadou, parce que quand moi j'arrive là-bas, on me dit, ah Mamadou, toi, on n'a pas obligé de te montrer les centres, tu connais la règle déjà. Bonne arrivée, nos clients, on m'appelle client. Il dit, on sait ce qu'on a. Il y a un agent qui m'a répondu, c'est dit, ce qu'on est en train de faire, Mamadou, on sait que ce n'est pas normal, mais c'est dans ça, nous, on vit. Ça, c'est un agent qui m'a dit ça un jour. Il dit, on sait que ce n'est pas quelque chose qui est trop correct, mais c'est dans ça, nous, on vit. Ce n'est pas nous qui avons construit le système. Donc, cela veut dire, ça veut dire qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. En deuxième fois, il y a un agent aussi qui m'a dit, là-bas, au moment où j'étais détenu à ce jour, même j'étais assis. Donc, cet agent qui s'est approché de moi, il voulait me parler. Je lui ai dit, non, ne me parle pas, je ne veux plus parler avec toi. C'est là, mais non, Mamadou, si tu vois, je vais parler avec toi. Je suis parfaitement conscient, je vais parler avec toi. Ce qu'on est en train de faire, c'est illégal. Il faut voir ton avocat s'il peut faire un appel des Nations Unies qu'on appelle UNRRC, le nom échappe un peu. C'est l'agent qui m'a dit ça. Si c'était quelque chose d'illégal, il n'allait jamais me dire ça. Il m'a dit, ce qu'on est en train de faire, on sait, ce n'est pas trop correct, mais ton avocat peut faire un appel de ça. Donc, ça veut dire que c'est injuste. C'est injuste. Moi, j'étais allé à la cour avec femme enceinte dans la même voiture. Imagine-toi en été, il fait chaud. Tout le monde sait en été, il fait vraiment chaud. On est dans une fourgonnette où c'est fermé, c'est melotté, il fait chaud, il n'y a pas climatisé. Laval avec trafic jusqu'au centre-ville ici. Souvent, on peut former 30 minutes, 40 minutes dans le trafic. La sueur est sur toi, tu es assis dans les fourgonnettes. Et tu vas taper, parler avec le chauffeur, dire, ah, calmez-vous, on va arriver bientôt. Tu as chaud. Mais tu peux mourir. Tu peux mourir. Donc, tout ça, je n'ai jamais vu, parce que moi, je n'ai jamais vu. Tous les pays que j'ai passés, je n'ai jamais vu. Si tu m'avais dit que ce système existe au Canada, j'allais dû jamais venir ici. Je préférais même mourir ailleurs que de venir me mettre dans toutes ces histoires. J'ai vu plein d'étudiants là-bas à cause de ce programme de détention à gâter les études. J'ai croisé un étudiant là-bas, le gars était devenu comme un junkie, quelqu'un qui prend la drogue forte. Dans le même centre de détention, je me méfiais de lui. Donc, un jour, il était assis au dehors, il s'approchait de moi, il dit, monsieur, est-ce que je peux avoir une cigarette? Il dit, je ne fume pas.
J'ai dit, toi, tu viens de quel pays? Il m'a dit, lui, il vient de la Guinée. Il dit, je sais, quand tu me vois, tu n'as pas envie de t'approcher de moi. Il dit, je suis venu ici comme étudiant. J'avais une vie normale. C'est ces gens-là qui ont transformé ma vie comme ça. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils sont conscients? Est-ce qu'ils vont accepter pour briser la vie de leurs enfants? Ils ne vont jamais accepter. Mais ils font ça aux autres. Ça veut dire qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que moi, je posais des questions, même lundi, on était avec, comment on appelle, c'est lundi, on était avec le ministre de la Migration Ottawa. Il y a moins de personnes qui ont posé des questions sur cette affaire de détention, mais on n'a pas eu de réponse concrète. Mais on espère quand même qu'il va prendre une bonne décision parce que la manière qu'il nous a accueillis, mais on sait que c'est une affaire qui est vaste, il n'est pas le seul. Il y a même qui a demandé qu'il faut qu'on réforme le système. Parce que tous ceux qui te posent question, lui va te dire, on est conscient de ce qu'on est en train de faire, mais ce n'est pas nous qui allons construire le système. Donc, c'est un vieux système, il va contre la loi. Il va contre les valeurs humaines, c'est un crime. C'est un crime. C'est un crime. Parce que le Canada condamne toujours le crime, même s'il y a un violent dans un pays condamne. Mais ce qui se passe ici, c'est plus pire. Donc, il faut que cela prenne fin. C'est ce que je peux parler. Merci beaucoup, Mamadou Konaté, pour cette perspective. Maintenant, passons à Ahmed Debien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, je vais remercier Mamadou aussi de partager son histoire, là, tout d'abord. Bon, le droit à l'immigration, ou plutôt la détention, il y a toute la question du droit à la liberté. On part avec la prémisse que toute personne ou que finalement la liberté est la règle et la détention devrait être l'exception. C'est la prémisse et en théorie, le fondement de la détention et de l'immigration est basé sur ce principe-là et c'est ce qu'on utilise pour la justifier. Mais d'un autre côté, on nous signale que ce serait à l'immigration de démontrer que la personne devrait être détenue. Mais par le fait même, par son statut même, la personne qui est migrante au Canada représente, selon les critères d'immigration, un risque de fuite. Donc, on a un demandeur d'asile, bien évidemment, il ne veut pas retourner dans son pays d'origine. On a quelqu'un qui est sans statut, il ne veut pas retourner non plus. Donc, quand on nous dit que le ministre doit démontrer que la personne représente un risque de fuite, bien, le risque de fuite est déjà établi. Donc, la prémisse n'est pas vraiment vraie puisque le fardeau est déjà rencontré selon nos critères, juste par le statut de la personne. Donc, le droit à la liberté, quand on nous dit que la liberté est l'exception, la détention est la règle, le système ne démontre pas nécessairement ça. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous avez parlé là, de la détention dans les prisons provinciales, puis ça, on doit en discuter. Là. Il y a toute une question là, des conditions au niveau carcéral. Bien, il y a plusieurs questions qu'on peut soulever là, quand on est dans une prison provinciale. Il y a toute la question de la dignité humaine. Hein. On parle de conditions de détention extrêmement difficiles avec des personnes qui sont en attente de procès ou qui sont condamnées pour des crimes. Donc, on n'est pas dans ces situations-là au niveau d'immigration. On est dans un but préventif qu'on nous dit, mais là, on est dans un système qui est plus punitif lorsqu'on est au niveau provincial. Donc, la dignité humaine va en prendre un coup, puis on ne va pas dans des conditions nécessairement qui vont nous respecter ou qui vont permettre à la personne là, de se sentir bien. Et c'est important parce qu'on n'est pas là pour la punir. Dans les prisons provinciales, il y a toute la question aussi du droit à l'avocat. C'est beaucoup plus difficile de communiquer avec un client qui est détenu. Lorsqu'on est dans une prison provinciale, là, on laisse des messages et on attend qu'un speedy memo, qu'on appelle, soit transmis, un petit message soit transmis au détenu et que la personne nous rappelle. Donc, ça, c'est un peu le bon vouloir du système. Donc, c'est beaucoup plus difficile, puis on communique par téléphone. C'est sûr qu'on peut aller voir les clients, mais avec la période de pandémie, là, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, le droit à l'avocat est un petit peu plus écorché lorsqu'on est dans une prison provinciale. Et il y a toute la question aussi des enjeux de santé mentale. Là. Si un individu a des problèmes de santé mentale puis se retrouve dans une prison provinciale et dans des conditions beaucoup plus difficiles qui portent atteinte souvent à son intégrité mentale, son intégrité physique, et là, il devient difficile aussi d'assurer un suivi médical, de s'assurer est-ce que la personne reçoit ses médicaments. Donc, sa dignité humaine, encore une fois, va en prendre un coup, puis son intégrité physique et psychologique. Ceci étant dit, il y a plusieurs paramètres aussi qu'on peut remettre en question au niveau de la détention qui pourraient brimer des droits. Il y a la question de la durée illimitée de détention. On n'a pas de durée prévue d'une détention. Donc, qui peut ouvrir la porte à certaines situations problématiques.
Je pourrais penser à quelqu'un qui, visiblement, le renvoi n'est pas possible. Alors là, il faut vraiment être alerte puis s'assurer que la personne, on soulève des questions de charte, mais quand même, on devrait peut-être pouvoir prévoir des paramètres un peu plus serrés pour s'assurer de la légalité de tout ça. Et il y a aussi la question de si un renvoi n'est pas possible, mais que la personne a quand même des antécédents criminels, bien, ce n'est plus vraiment du ressort de l'immigration de la détenir, puis on se pose la question, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'immigration au niveau légal de détenir cette personne-là, tout simplement pour l'aspect de protection du public. Là. Il y a d'autres institutions qui peuvent faire ça, il y a les policiers, les tribunaux judiciaires et tout. Donc, on ne détient plus vraiment cette personne-là pour des fins d'immigration puisqu'il n'y aura pas de renvoi. Et là, pour ma part, ça l'engendre, et c'est mon opinion, là, ça l'engendre peut-être un bris des droits, puisqu'on s'approprie le rôle de quelque chose qui est dans notre société. Cette personne-là, il y a d'autres assises qui pourraient la surveiller. Donc, là, on détient quelqu'un de façon indéfinie pour un facteur qui pourrait être pris en charge par d'autres acteurs de l'État. Mais c'est sûr qu'il y a toute la question de la dignité humaine, il y a la question de la liberté de mouvement, il y a la question de la liberté. Je pense aux personnes qui sont détenues pour identité. Je pense qu'il y a d'autres solutions qui pourraient exister et que ces personnes-là ne devraient pas être détenues simplement pour une question d'identité, puisqu'elles n'ont pas commis de crime. C'est de façon préventive, mais la prévention, la détention, c'est l'exception. On devrait trouver d'autres choses pour prévenir quoi que ce soit, là. Donc, il y a d'autres systèmes qu'on pourrait mettre en place. Donc, pour ma part, tous ces petits facteurs-là, ces paramètres-là sont lacunaires dans notre système au niveau de la détention et on devrait travailler là-dessus. On devrait travailler plutôt sur d'autres visions, puis d'autres possibilités au lieu de détenir quelqu'un, puis en tenant compte de tous ces éléments. Merci, Maître Desbiens. Ça fait le lien avec la prochaine question et votre intervention a souligné les violations des droits, mais aussi a répondu, je pense, à des questions qui pourraient avoir nos participants et participantes par rapport à pourquoi le système canadien détient des personnes migrantes. Donc, la troisième question, et on va enchaîner, on va commencer avec Maître Desbiens et puis Samira et conclure avec Mamadou. Quelles sont les possibles alternatives à la détention des personnes migrantes et quelles sont vos recommandations à ce sujet? Je pense qu'on devrait miser plutôt sur un système communautaire. Et je m'explique, au lieu de détenir des gens pour fin d'identité dans des lieux de détention, pourquoi pas tout simplement leur permettre d'être dans la communauté, puis leur trouver des agents de liaison, des agents communautaires qui pourraient les aider dans l'obtention de documents d'identité, assurer un suivi avec eux sur leur intégration, sur leur processus d'immigration, est-ce que leurs formulaires sont remplis, s'assurer que les délais soient respectés de façon beaucoup plus humaine, puisque lorsque les personnes sont détenues pour identité, c'est difficile pour eux de trouver des documents d'identité, ils sont détenus. Ils n'ont pas accès nécessairement à Internet, pas accès aux contacts dans leur cellulaire, pas accès à leur famille. Mais s'ils seraient en liberté, ça l'aiderait beaucoup, ça allégerait le système, puisqu'ils pourraient faire des appels et tout, et simplement se rapporter avec un agent communautaire qui serait beaucoup plus là en support, s'assurer est-ce que ça va bien, c'est quoi les démarches que vous avez faites, comment on peut vous aider, où est-ce que vous en êtes dans votre processus, voici les ressources disponibles. Puisqu'il ne faut pas oublier que ces personnes-là, la seule chose qu'on leur reproche, c'est de ne pas encore prouver leur identité. Donc, je pense qu'un agent communautaire pourrait être suffisant. Lorsqu'il est question de risque de fuite aussi, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Ça pourrait, j'aime vraiment pas le terme, je vais vous dire des maisons de transition, là, mais j'aime pas le terme. Au lieu de détenir de façon formelle quelqu'un dans des centres de détention, pourquoi on n'a pas des centres où est-ce qu'encore une fois, c'est plus des agents, je vais mettre des guillemets de probation, les personnes sont libres d'aller et venir dans le centre communautaire, je mets encore des guillemets, et jusqu'à temps qu'ils trouvent une meilleure solution. Donc, pourquoi qu'on brime les libertés jusqu'à ce point-là, alors qu'on pourrait peut-être trouver quelque chose avec une supervision beaucoup moindre, et ces personnes-là, on se rendrait compte rapidement s'il y aurait un bris de condition, puisqu'il y aurait quand même des personnes sur les lieux, mais ils seraient beaucoup plus libres de leur mouvement. Donc, moi, je miserais beaucoup plus sur le communautaire, puis des alternatives qui limitent la supervision
et qui sont plus là en support. Pour ce qui est des gens avec des problèmes de santé mentale, on a des exemples au niveau de nos tribunaux criminels où est-ce que ces personnes-là ils ont des processus par lesquels ils peuvent être supervisés. Je pense à la Cour municipale à Montréal, supervisés par des équipes multidisciplinaires pour encadrer leurs problèmes de santé mentale, les aider, les travailleurs sociaux, des psychologues et tout, afin de limiter les risques de récidive. Puis, ça, c'est dans le processus judiciaire et au terme de tout ceci, le juge peut revoir la sentence. Donc, c'est volontaire, les personnes rentrent dans ce processus-là. Et c'est des choses qu'on pourrait également envisager dans notre système d'immigration parce que bon nombre de personnes sont détenues en raison d'actes criminels commis, mais qui découlent de leurs problèmes de santé mentale. Donc, au lieu de les détenir et de les revoir revenir, pourquoi qu'on n'offre pas des outils qui feraient en sorte que ces personnes-là ne seraient pas de retour devant les tribunaux d'immigration, qu'on ne les encadrerait pas, qu'on essaierait de les aider, encore une fois, au niveau social et d'éliminer le risque de récidive. Donc, je pense qu'on devrait travailler dans des alternatives aussi qui encadreraient les problèmes de santé mentale. Donc, il y a plusieurs possibilités qui sont très communautaires, qui permettraient d'assurer certains objectifs de la loi, qui permettraient également aux gens de s'épanouir, puis d'avoir un suivi dans leur processus d'immigration, parce que trop souvent, les gens arrivent, on leur donne leur formulaire, on leur dit « vous avez telle date pour remplir vos formulaires », puis après ça, c'est les divers services sociaux qui les aident, mais c'est quand même très déboussolant, puis, tandis que là, on aurait l'immigration qui serait impliquée pendant tout le processus. Au niveau d'intégration, d'aider à trouver des pièces d'identité, donc avoir un aspect communautaire plus fort, puis je pense que ça serait dans le respect des valeurs qu'on représente au Canada. Merci beaucoup pour ces perspectives-là qui s'alignent notamment avec la vision aussi de Amnesty International et Human Rights Watch. Très intéressant. Samira, est-ce que vous pouvez nous parler de la vision de Solidarité sans frontières et votre vision personnelle aussi? Nous devons d'abord parler de ce qui n'est pas une alternative. Le focus sur les prisons provinciales n'est pas une solution. Si les prisons faites pour les migrants continuent d'exister, comme la nouvelle prison de Laval, alors nous n'avons pas mis fin à la détention. L'essai d'avoir une détention plus humaine n'est pas une alternative. La nouvelle prison de Laval était supposée être plus humaine, mais on entend des détenus actuels comme c'est la pire que l'ancienne. Et plusieurs conditions alternatives n'ont pas de vraie alternative, comme par exemple le tracking du GPS. On entend des détenus qui imposent par ces conditions comme ils pensent à retourner en prison pour enlever la difficulté sur leur famille et la communauté. Il y a juste une solution, un statut pour tous et toutes. Si un vrai programme de régularisation, il n'y a aucune raison pour détention. Pendant le premier été de la pandémie, la prison pour les personnes migrantes de Laval était vide, au complet. Et toutes et tous les détenus ont été relâchés sans aucune conséquence négative. On peut le faire encore, d'une manière permanente. En ce moment, le gouvernement fédéral est en train de mettre en place un programme de régularisation pour les sans-papiers. Nous avons besoin de votre soutien pour garantir que ce programme inclut tout le monde, sans exception. Merci. Merci beaucoup, Samira. Maintenant, Mamadou, suite à votre parcours migratoire et tous les défis et expériences que vous avez eues ici au Canada en particulier, c'est quoi vos perspectives sur les alternatives à la détention migratoire? Je deviens un sujet que vient en peine d'expliquer. Quelqu'un qui est détenu, on peut te dire, OK, il faut faire la procédure de documents pour pouvoir t'identifier. Comme un être humain détenu pourra faire une démarche de papier où tu ne peux pas accéder à l'Internet parce que j'en ai vu tellement de cas comme ça. Il y en a même pour faire appel parce que quand tu es détenu, pour faire un appel international, il faut avoir des cas d'appel. Tu vois? Et puis dans la centre de détention là-bas, et ils vont les centres d'appel là-bas. C'est le cas d'appel qu'on va là-bas, ça coûte plus cher. Quelqu'un qui a marché, il ne sait pas combien de pays en pied pour arriver ici, qui n'a même pas $5 dans sa poche, qu'il doit faire au moins une communication qui va lui coûter au moins $60 ou $100, où il va en avoir. Mais là, tu es détenu, là, OK, 3 jours, 4 jours, on vient te faire sortir pour te conduire près de ton agent d'immigration. Là, les gars te posent la question, quelle est la démarche que tu as fait? Quelqu'un qui est détenu dans ta main, tu lui demandes quelle
sont les démarches qu'il a fait. Mais si tu le laisses, il a envie, il peut aller dans son ambassade où il peut tourner, il y a plusieurs organismes qui sont là, il peut s'approcher près d'eux, comment s'aider à s'organiser avec sa famille en distance pour avoir les pièces pour bien s'identifier. Donc, j'en ai vu tellement de ce genre de cas dans le centre de détention. C'est énorme. Même moi aussi, j'ai eu le même problème d'identité, malgré que j'ai donné 2 passeports ivoiriens à l'agent d'immigration et ma pièce d'identité qui a été faite par les Nations Unies pendant la crise de Côte d'Ivoire, donnant à tous les Ivoiriens. Mais dans tout ça, j'étais détenu. J'étais détenu. Quand je suis allé à la cour, le commissaire m'avait libéré. Quand il s'est libéré, m'a amené au royaume, automatiquement, le téléphone a sonné là-bas. L'agent d'immigration m'a appelé. Il dit, oui, Mamadou, je viens d'apprendre que tu étais libéré. Pourquoi? Donc, ça dit, je suis libéré. Le commissaire m'a libéré, mais l'agent n'était pas content parce qu'il m'a appelé. Il dit, non, comment que j'ai été libéré? Il dit, ben, tu m'as détenu à faire d'identité. Et je te donnais 2 passeports. La Côte d'Ivoire est une ambassade ici. Et je t'ai déposé une pièce d'identité qui a été faite par les Nations Unies pendant la guerre donnant à tous les Ivoiriens. Si tu as un doute sur tous ces papiers, tu peux t'approcher près des Nations Unies ou tu peux te rendre à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Tu m'as détenu. Et là, ton supérieur m'a libéré. Et là, tu es derrière moi encore. Mais tu as dit non, mais ce n'est pas fini. Je dois venir signer quand même chaque semaine. Ça veut dire chaque semaine, en ce moment, je partais à l'école. Donc, je faisais le cours matin, à midi, le cours d'après-midi, chaque lundi. Je laisse mon cours, mais rentre à la migration pour aller signer. Malgré tous ces papiers que j'ai donnés, ça, c'est le problème des pièces d'identité. Ça fait des années. Depuis à mon arrivée au Canada, actuellement, je signe à la migration. Donc, ça veut dire souvent, même si je travaillais, souvent, je suis obligé même de laisser journée de travail à cause de ça. Il y a des migrants même qui travaillent hors du Canada, à cause pour venir signer, à cause des mêmes problèmes de détention, ils doivent laisser une journée de travail. Donc, nous sommes dans un système où chacun vit avec son temps. On a des loyers à payer, on a des cartes de crédit à payer. Donc, cette détention, ça cause tellement de problèmes dans la vie de l'immigrant. Il y en a qui sont détenus, les leurs où on doit les libérer. Donc, on dit, toi, ton caution, c'est $5 000 ou c'est $10 000. La personne qui est là pendant 10 ans, à cause des mêmes problèmes d'immigration, il n'a même pas $10 000 dans son compte. Là, son caution, c'est $5 000, $10 000. Tu vas trouver, il y en a même qui sont assis dans le centre de détention. Quand tu vois un migrant assis comme ça dans le centre de détention, si tu approches de lui, si ce n'est pas problème de garant, c'est problème de caution. C'est problème de caution. Là, il est obligé maintenant, OK, négocier avec la famille au pays. Si la famille n'en a pas, peut-être s'ils ont des biens, ils vont les vendre, envoyer l'argent. Il va chercher quelqu'un ici, donner l'argent à la personne va fonder l'argent, c'est pour lui, parce qu'ils vont dire que c'est les garants qui payent. Mais ils savent, au Canada, ici, qui va prendre son $10 000, $5 000, mettre dans le problème de quelqu'un. Chacun travaille pour lui. La personne, OK, je peux prendre garant pour toi, mais financièrement, je n'ai pas l'argent. Donc, c'est lui maintenant qui doit chercher à gauche, à droite, appeler les parents, appeler des amis encore. Les parents qui sont dans la merde, qui avoir à manger dans son pays, c'est un problème. Pour pouvoir libérer, ils vont dire à quel mec, oh, ton fils en prison au Canada, puis elle pourra dormir, elle ne va jamais dormir. Mon fils en prison, elle va faire tout. Donc, chercher l'argent, donner, OK, des garants, il va aller déposer. C'est l'argent encore, tu ne vas jamais l'avoir parce qu'ils vont te mettre dans une condition, la condition qui va faire, tu ne pourras jamais le récupérer, cet argent. Jamais tu ne pourras pas le récupérer. Et parce qu'ils vont te mettre dans un système, ils savent que le système qu'on l'a mis dedans, c'est l'argent va partir dans le son conscient. Parce que moi, j'en ai perdu 2 cautions, je n'ai jamais eu. Il y a un 3e dans les mains. Cette 3e, je ne sais pas comment ça va se terminer. Voilà, donc, c'est vraiment injuste. C'est injuste. Il y a tellement vu les cas. Tu vois, dans le centre de détention, tu vas voir les femmes. Il y a les femmes même qui sont avec les enfants là-bas. Vraiment, ça m'a étonné. C'est le plus grand miracle que moi j'ai vu dans ma vie. Le plus grand miracle que j'ai vu dans ma vie, c'est cette affaire de détention. Je ne m'attendais pas à ça qu'un truc pareil, ça existe sur cette planète. Pour qu'un pays, Canada, qu'on attend Canada. Moi, je travaille actuellement à l'Université Concordia. Tous les étudiants qui sont là-bas, c'est tous sortes de pays, différents pays qui viennent étudier ici. Donc, ça veut dire que c'est un pays qui a un niveau d'études très élevé. On ne devrait pas voir ce genre de choses. Chaque fois, quand tu iras à la télé, tu vois, au Canada, qu'on a tel pays à cause des violences. Mais ce qui se passe ici, c'est pire. Moi, j'ai un ami vieux que je crois quand Donald Trump est au pouvoir, souvent, j'ai toujours dit, en été, il va aux États-Unis. Il dit, en hiver, quand l'hiver commence, il voyage aller aux États-Unis. Quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, je lui ai dit, mon gars, tu vas où cette année? Il dit, ben, l'habitude, je ne vais pas aux États-Unis, mais cette année, je ne vais pas parce que les gars qui sont là-bas, ils mettent les migrants en prison, ils divisent les familles. Il dit, ben, tu t'es trompé, ça ne se passe ici. Dans ton pays, il y en a, il dit, non, lui, il ne courra pas. Tu comprends?
Il dit non, mais ça se passe ici. Ici, on détenu les femmes et des enfants. Moi, j'ai été là-bas. Donc, ça veut dire que le peuple même canadien ne sait pas ce qui se passe dans ces pays. Parce que j'ai tellement d'amis québécois que j'ai eu la chance de coopérer avec eux. Même souvent dans mes rendez-vous, quand je m'avais à la migration, il y a des amis qui m'accompagnent. Quand ils quittent là-bas, ils disent Mamadou, merci. Je ne savais pas que notre système est brisé. Mais c'est même qui pratiquent aujourd'hui, là, ce n'est pas leur faute. Parce que le système, même ceux qu'ils ont construit, peut-être qu'ils ne vivent plus. C'est un ancien système qui est là. C'est comme ça, la dernière fois, on a posé cette question à... Il y a un étudiant, à cause de son problème, son étude est gâtée. Il a parlé ça à ministre de la Migration lundi, quand on était à Ottawa. Il dit, mais est-ce qu'on ne peut pas reconstruire ce système? Parce que c'est quelque chose vraiment, je n'ai jamais vu ça. Moi, c'est que ça a pris dans ma vie, là, je ne peux jamais le revoir. Parce que ça a brisé. J'avais programmé ma vie. La guerre de Côte d'Ivoire a pris tellement de choses dans ma vie. Quand la guerre avait commencé en Côte d'Ivoire, j'avais 21 ans. J'avais 21 ans. Toutes ces années réfugiés à gauche, à droite. Mais là, je suis ici, le reste d'années maintenant, cette affaire de détention a pris encore des années dans ma vie. Donc, c'est quelque chose vraiment, je suis contre ça. Voilà, je suis contre ça. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais je suis contre ce système parce que c'est injuste. Merci, Mamadou. Votre témoignage est toujours si puissant et c'est vraiment important que les gens sachent de quoi ça a l'air à l'intérieur des centres de détention, comment ça impacte la vie des individus qui ont été détenus. Donc, merci encore pour ce partage qui rappelle des souvenirs très difficiles. Merci de nous partager ça. Et avant de passer alors à une période d'échange avec vous, les participants et participantes, je tiens à remercier profondément nos panélistes d'être avec nous et de nous partager leurs connaissances et leurs expériences avec autant de générosité. Les interventions ont été si pertinentes, elles nous ont permis de savoir plus sur les réalités de la détention migratoire et nous pousser à la réflexion aussi. Donc là, on va passer à la période des questions, ouvrir le plancher pour des questions. Je vous invite à inscrire vos questions dans la question et réponse et non pas dans la conversation afin de bien distinguer les deux. Et je vous invite aussi à indiquer vers qui votre question est dirigée. Et entre-temps, pendant qu'on attend les questions des participants et participantes, j'aimerais attirer votre attention à l'action en ligne sur le site web de la campagne que j'ai présenté avant, Bienvenue au Canada. C'est une action, c'est une courriel à cible appelant le Premier ministre du Canada à annuler les contrats avec les provinces leur permettant de détenir les personnes migrantes dans des prisons provinciales. Le lien de cette action sera partagé aussi dans la conversation, donc je vous invite à l'utiliser pour passer à l'action. Et je vous invite également à consulter notre site Internet pour voir les autres ressources disponibles en lien avec les droits des personnes migrantes et les droits des personnes détenues. Et vous pouvez toujours contacter Amnesty International si vous voulez d'autres idées pour comment vous mobiliser contre la détention des personnes migrantes au Québec et au Canada. Donc, quelques questions que je vois dans la question-réponse. Je vais les mettre ensemble afin que les intervenants et intervenantes puissent les répondre en même temps, peut-être. Une des questions... OK. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui pratiquent la détention des personnes migrantes? Je pense qu'on sait que la réponse est oui. Est-ce qu'il y a des pays dont le Canada peut s'inspirer, par contre, pour respecter les droits des personnes migrantes? Souvent, on cherche des exemples de vision faites réalité dans d'autres endroits. Donc, ça, c'est une question que j'aimerais poser, que un de nos participants nous a posé. À voir si on a d'autres choses. Un commentaire de la part de Gilles. Pour compléter ce webinaire, il y a un très bon film présentement, Tori et Lokita, sur des migrants en Belgique, qui fait beaucoup penser à ce qui se passe ici. C'est un film qui est à l'affiche au cinéma Beaubien.
Daniel pose la question de si au Nouveau-Brunswick, on retient des immigrants dans les prisons provinciales. Daniel est au Nouveau-Brunswick. Je pense que la réponse est oui. Je vais me référer à notre rapport pour confirmer. Et voilà, donc j'ouvre le plancher peut-être pour la question sur les autres, en particulier sur les autres pays dont le Canada peut s'inspirer pour respecter les droits des personnes migrantes. J'aimerais bien pouvoir répondre, mais je ne suis vraiment pas un spécialiste du droit international au niveau de la détention. Là. Je vais être bien honnête. Je ne pourrais pas vous dire si on pourrait s'inspirer de d'autres pays. Je sais que c'est une pratique qui est courante dans de nombreux pays. On l'a vu aux nouvelles là, dans les grands flux migratoires qu'on a vécu au cours des dernières années. Mais de dire s'il y a vraiment un pays où est-ce que qui est un exemple au niveau de la détention, ça serait impossible pour moi. Je ne voudrais pas me prononcer à ce niveau-là. Donc, je ne peux pas vous le dire. On tente toujours de s'inspirer avec des pays qui ont le même système de droit que nous, donc un peu la common law, tout ce qui est Commonwealth. Puis de dire si c'est meilleur en Australie ou aux États-Unis ou en Angleterre, je ne pourrais pas vous le dire, mais donc je ne vais pas me prononcer. Merci. Est-ce que Mamadou ou Samira, est-ce que vous voulez intervenir? Moi, à mon niveau, où j'ai eu la chance de voyager, j'ai eu la chance de voyager aller en Turquie. En Turquie, je n'ai jamais vu ça là-bas parce que je n'ai pas vécu ça là-bas. Et j'ai allé au Nigeria aussi, je n'ai pas vécu ça là-bas. J'ai voyagé dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Pendant la guerre, on était réfugiés partout. Je n'ai pas vu. Voilà, je sais que même si le niveau de vie était moyen, en matière d'emploi était difficile, mais au moins on était libre mentalement. Détention où je dois marcher sur mon dos, ça n'existait pas. Merci, Mamadou. Alors, OK, on va passer aux autres réponses. Je peux répondre à la question de la part de Daniel par rapport à la détention des personnes migrantes dans d'autres, au Nouveau-Brunswick en particulier. Et la réponse, donc, est oui. Dans les annexes du rapport publié par Human Rights Watch et Amnesty International Canada, on voit qu'entre 2016 et 2020, à une totale de, je vais faire l'addition, je ne vais pas faire l'addition dans ma tête en ce moment, mais entre 10 et 30 personnes ont été détenues à chaque année. Donc, c'est évidemment pas la province avec le plus de détention des personnes migrantes, mais oui, en fait, je vois ici que dans la plupart des provinces du Canada, on a de la détention migratoire et vous pouvez toujours consulter le rapport pour avoir plus de chiffres. Il y a Bill qui dit, si j'ai bien compris, la détention dans les prisons provinciales au Québec est exceptionnelle à cause de la prison pour migrantes Laval. Alors, pourquoi cibler les prisons provinciales et pas tout le système de détention? C'est une bonne question concernant la stratégie de Human Rights Watch et Amnesty International. Donc, je dirais que c'est pas nécessairement, c'est pas du tout en fait exceptionnel la détention des personnes migrantes dans les prisons provinciaux. J'ai pas les chiffres devant moi, mais je pense que c'est à peu près le 30% des détentions des personnes migrantes pour motif d'immigration environ qui ont lieu dans les prisons provinciales et non pas dans les centres de détention fédérales. Les organismes qui ont développé la campagne ont jugé que dans un premier temps, pour avoir une cible, en même temps qu'on faisait beaucoup de sensibilisation et de plaidoyer auprès des gouvernements, afin d'avoir une cible, un objectif atteignable et en vue du fait que les violations des droits humains les plus importants, les plus fréquents ont lieu dans les prisons provinciaux, que c'était un bon premier pas envers le but éventuel de l'élimination de la détention migratoire au Canada. Donc, ce n'est qu'une première étape. Mais voilà le raisonnement. Et en fait, comme je vous dis, au Québec, en Ontario, il y a quand même une proportion importante de la détention qui a lieu dans les prisons provinciales.
Et je suis en train de regarder les autres questions. Le Canada et les provinces peuvent-elles voter des lois interdisant la détention des personnes migrantes? Je vais passer la parole à voir. Je pense que la réponse est non. Mais je vais passer la parole à Maître Desbiens qui a beaucoup plus d'expertise dans l'enjeu que moi-même. Bien, c'est sûr que la détention découle d'une loi fédérale. Donc, le Canada pourrait décider de revoir sa politique puis de ne pas permettre la détention, hein, puisque c'est elle qui détient les personnes. Au niveau provincial, non, ce n'est pas de compétence provinciale. Toutefois, je crois que c'est des contrats avec les provinces au niveau des centres de détention provinciale. Donc, la prison provinciale, c'est un contrat entre gouvernement provincial et fédéral. Donc, on pourrait refuser de signer ce contrat-là. Je pense que c'est ça qui est arrivé en Alberta dernièrement. Donc, à ce niveau-là, oui, ce qui limiterait la détention dans les prisons provinciales. Puis, le fédéral pourrait revoir sa politique. Oui, je m'excuse, je dois me corriger. J'ai lu la question comme est-ce que les Canadiens et Canadiennes, comme j'ai eu un malentendu, mais oui, absolument. Ce qu'on demande, en fait, c'est que le Canada, le gouvernement fédéral, maintenant annule les contrats. Et comme Maître Desbiens a dit, c'est les provinces qui peuvent annuler leurs contrats avec le gouvernement fédéral. En fait, ces deux pouvoirs sont appelés à faire la même chose, à annuler les contrats pour les prisons provinciales. Et puis, la raison pour laquelle la campagne maintenant se dirige envers le gouvernement canadien, c'est parce que non seulement est-ce qu'ils ont des contrats avec le provincial, mais dans la loi sur l'immigration, on peut évidemment changer notre approche envers la détention des personnes migrantes. Donc, excusez-moi pour la confusion. Marie-Hélène pose la question, au Québec, existe-t-il beaucoup de détention dans les prisons provinciales, même depuis l'ouverture du centre de surveillance de l'immigration du gouvernement fédéral à Laval? Et je pense que j'ai déjà répondu à cette question en disant que environ, il faut aller voir les annexes, mais dans une année récente, la proportion était de presque, je pense que c'était 29% de la détention des personnes migrantes qui a eu lieu dans les prisons provinciales. Et le centre de surveillance d'immigration existait évidemment déjà depuis plusieurs années. Mamadou, merci de nous avoir partagé votre témoignage. Merci. OK, on a un message de remerciement, plusieurs messages de remerciement. Donc, merci beaucoup à tout le monde de votre participation et encore une fois, merci beaucoup à nos intervenants et notre intervenante. Je vous invite encore une fois à passer à l'action en ligne contre la détention des personnes migrantes dans les prisons provinciales. Et si vous voulez des idées pour comment vous mobiliser contre la détention des personnes migrantes en général, nous sommes toujours là pour vous outiller. Donc, merci. Un énorme merci de la part d'Amnesty International à vous toutes et tous pour avoir participé et je vous souhaite de passer une bonne journée et à la prochaine. Bonne journée à tous.